savez combien je suis attaché au principe que l'histoire n'est pas le récit ou l'explication du passé d'un seul pays ou d'un seul continent, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'histoire de l'humanité. Par conséquent, vous me voyez voyager comme ça d'un continent à l'autre, et c'est pas fini d'ailleurs, dans les semaines qui viennent. De plus en plus, et à juste titre, parce que la mondialisation nous ouvre, je dirais, le monde vers l'ensemble des civilisations, de plus en plus, donc étais-je en train de dire, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'histoire connectée. Alors c'est quoi l'histoire connectée? C'est en fait de ne pas prendre comme angle de vue un seul pays, mais de voir les liens qui peuvent exister entre un pays ou une région de la planète avec d'autres régions de la planète. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder va tout à fait dans ce sens-là, puisqu'il sera question du capitalisme en Inde au XIXe et au XXe siècle. Et comme vous le savez, je ne vous l'apprends pas, l'Inde a été le fleuron de l'Empire britannique au XIXe et au XXe siècle jusqu'à l'indépendance au milieu du siècle dernier de ce pays. Il y a quelques années, on a été surpris qu'un Indien, Mittal, ça vous dit certainement quelque chose, s'intéresse de près à la sidérurgie française, à la sidérurgie belge, et on s'est demandé, tiens, il y a donc des grands industriels en Inde. Non seulement y a-t-il des grands industriels en Inde, mais des grands industriels en Inde qui s'intéressent aussi à l'industrie européenne. On avait surtout en tête les Chinois, jadis on avait surtout évidemment les Américains en tête, et donc on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans la mondialisation, et pas une mondialisation unilatérale où ce sont les Occidentaux qui ont des multinationales un petit peu partout dans le monde, et en particulier les Américains, mais que maintenant, c'était le cas de pays que l'on appelait jadis des pays du tiers-monde, maintenant que l'on appelle pour un certain nombre d'entre eux des pays émergents, qui s'intéressaient à l'Europe comme si nous étions nous-mêmes devenus des pays de seconde zone où il était intéressant d'investir. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais aborder ce problème du capitalisme en Inde. C'est un problème qui est rarement, ou je dirais même jamais abordé dans le cadre des cours d'histoire contemporaine. Le capitalisme, on a longtemps expliqué que c'était une spécialité européenne. On a souvent présenté l'histoire du capitalisme comme étant la succession de trois phases. Un capitalisme d'abord marchand, commercial, auquel aurait succédé un capitalisme industriel à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et enfin, depuis quelques décennies, un capitalisme enfin financier. Eh bien, on va essayer de voir un petit peu comment ces trois formes de capitalisme sont intervenues dans l'histoire du sous-continent indien. La première question qu'on peut se poser, c'est celle de la situation de l'Inde avant l'indépendance, en prenant évidemment comme point de départ 1858, c'est-à-dire le moment où les Indiens deviennent des sujets de la couronne britannique. C'est le moment où, je crois que je vous le disais hier, me semble-t-il, oui, c'est le moment où l'empire des grands Moghols disparaît et va bientôt être remplacé par l'empire britannique des Indes. Et je vous avais expliqué que c'était en 1876 que la reine d'Angleterre, la reine du Royaume-Uni, Victoria, devient impératrice des Indes.
Donc je prends comme point de départ, je dirais, l'instauration de l'Empire britannique des Indes au milieu du XIXe siècle, et je vais évidemment m'arrêter presque un siècle plus tard, au moment de l'indépendance de l'Inde, c'est-à-dire en 1947. Dans mon exposé, il y aura évidemment une deuxième partie qui va concerner l'Inde indépendante de 1947 à nos jours. Mais je vous ai dit que j'allais d'abord aborder la période coloniale au moment où les Britanniques sont installés pleinement en Inde. Je dis pleinement parce qu'ils possédaient déjà des territoires depuis plus d'un siècle, bien entendu, même avant, dans la péninsule, enfin c'est plus qu'une péninsule, dans le sous-continent indien. Première chose à savoir, c'est que le capitalisme n'est pas né en Inde avec l'arrivée des Britanniques. Déjà, il y avait un commerce en Inde très important, un commerce également international entre les Indes et d'autres parties du monde avant l'arrivée des Britanniques. Donc on avait déjà un capitalisme, je dirais, marchand. Toutefois, ce capitalisme était tempéré par un certain nombre de freins que je vais vous citer maintenant. Le premier élément, c'est que l'agriculture constituait le premier secteur d'activité économique. Et ça ne devrait pas vous étonner parce que vous savez que depuis 3 ans, je tape sur le clou en vous expliquant que les sociétés paysannes ont dominé la planète jusqu'à une période très récente. Donc là, pas de surprise. Sauf qu'à l'époque coloniale, les structures agraires n'ont pas été modernisées et que donc l'agriculture n'apparaît pas vraiment comme un plus dans la naissance de ce capitalisme, mais est plutôt un boulet, une trace du passé qui ne va pas concourir au développement de ce capitalisme. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième élément, c'est que l'économie industrielle en Inde, que je vais développer dans quelques minutes, n'est pas compétitive. Pourquoi? Parce qu'à l'époque britannique, ont été mis en place un régime de protection douanière qui ne permet pas, comme c'est le cas en Grande-Bretagne à la même époque, un libre-échange qui permettrait à l'économie industrielle indienne d'être compétitive. Vous savez que c'est le mot que tous les hommes politiques ont dans leur bouche, relayant ainsi la grande bourgeoisie, le patronat. Tout le monde parle, en tout cas le patronat parle toujours de difficulté à être compétitif par rapport à d'autres pays sur les marchés internationaux. Donc il y a un problème d'abord de compétitivité. Il y a ensuite un deuxième élément, ou même un troisième si on inclut déjà l'agriculture, un troisième élément, c'est en fait que cette industrie est oligopolistique. Je suis désolé du mot, c'est un peu long. Vous savez ce que c'est des oligopoles? Des oligopoles, en fait, c'est un système d'entreprise où il n'y a pas une seule entreprise qui a le monopole sur un produit donné, mais il y en a plusieurs qui se sont mises d'accord entre elles et qui font donc obstacle à l'arrivée de nouvelles entreprises dans le club fermé de ces grosses entreprises qui dominent le marché. Donc je répète, une situation monopolistique, c'est quand il y a un acteur principal,
une entreprise qui domine tout le marché depuis la production d'un produit. Une oligopole, c'est un système où il n'y a pas un acteur, mais il y en a plusieurs, quelques gros acteurs, qui se mettent d'accord entre eux pour ne pas faire entrer dans la cour des grands les petits producteurs sur le plan industriel. Donc c'est, si vous voulez, une entente tacite. Entendons-nous bien, c'est une entente tacite, parce que dans le régime capitaliste, on est toujours en situation de concurrence. Donc au sein du système oligopolistique, vous avez bien entendu une concurrence entre ces grandes entreprises. Mais elles sont au moins d'accord sur un point, c'est qu'elles ne veulent pas faire entrer d'autres entreprises plus petites dans le système. Donc ça, c'est donc le troisième élément. Enfin, le quatrième élément, et ce n'est pas le moindre, c'est que ce capitalisme industriel qui existe à ce moment-là, en Inde, à l'époque coloniale, est un capitalisme qui n'est pas un capitalisme industriel, c'est un capitalisme essentiellement financier. Alors, quelle est la différence entre les deux? On parle de capitalisme industriel à partir du moment où la stratégie d'une entreprise est d'investir pour s'étendre, occuper la plus grande partie du marché, où l'on cherche à innover constamment, alors que dans un capitalisme financier, ce sont les revenus qui comptent pour les actionnaires et qu'il n'y a pas vraiment de stratégie, de politique qui vise à agrandir l'entreprise par l'investissement et par l'innovation. Donc je reprends quels sont les freins de l'économie indienne à l'époque coloniale britannique, donc pour faire donner des dates rondes, mais ce sont bien entendu rien d'autre que des dates rondes, entre 1858 et d'autre part 1947, donc pendant 90 ans pratiquement. Il y a d'abord le problème de l'agriculture qui possède des structures agraires archaïques. Autrement dit, il n'est pas possible d'exporter véritablement dans le cadre d'une économie rationnelle les produits indiens. Et vous avez à côté de ça, enfin de manière efficace et concurrentielle, et à côté de ça, vous avez trois freins qui concernent l'industrie indienne pendant l'époque coloniale, toujours donc à la même époque. Premier frein, je vous l'ai expliqué, c'est qu'il y a des lois protectionnistes, des droits douaniers qui empêchent l'industrie d'être compétitive. Il y a enfin, en deuxième lieu, le fait qu'il y a un cercle fermé de grosses entreprises qui ne permettent pas le renouvellement et une véritable concurrence générale des produits. Et enfin, dernier élément, c'est celui que je viens d'évoquer, vous avez l'existence d'un capitalisme financier qui résonne en termes de return, de revenus pour les actionnaires et non pas de stratégie à long terme pour faire agrandir donc les entreprises. Voilà. Ceci dit, ça ce sont les points négatifs. Ceci dit, il y a un véritable capitalisme qui existe quand même en Inde à l'époque coloniale. Il y a des grosses sociétés qui ont un capitalisme même puissant. Il existe de grosses sociétés, soit entre les mains d'une famille, soit entre les mains de groupes d'actionnaires qui sont soutenus par un financement important britannique. Et parmi ces grosses sociétés, vous avez par exemple
la société Birla, B-I-R-L-A, autour d'une famille, et une société qui existe toujours et qui produit des automobiles, à l'heure actuelle, Tata. Vous connaissez sans doute entendu parler des entreprises d'automobiles Tata, T-A-T-A, qui produisent à l'heure actuelle, semble-t-il, les voitures les moins chères au monde. Voilà. Et donc c'est ce qui fait que beaucoup d'Indiens peuvent se procurer une Tata à un coût défiant toute concurrence pour des Européens. Il ne faut pas oublier évidemment que la main-d'œuvre là-bas n'est pas payée comme ici. Les droits des travailleurs ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas, évidemment, les patrons n'ont pas toutes les charges sociales qui doivent être payées dans des régimes comme les nôtres, où il y a une protection sociale élevée pour la pension, pour les cas d'invalidité, maladie, etc., etc. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu quel apport la colonisation britannique quel fut l'apport de la colonisation britannique à cette économie indienne pendant les 90 ans dont je vous ai parlé, donc du milieu du 19e au milieu du 20e siècle. Alors, il ne faudrait pas l'exagérer, cet apport. Pourquoi? Parce que le capitalisme marchand, et je l'ai évoqué dans mon introduction, le commerce était présent, pas sous sa forme capitalistique, mais en tout cas il existait un commerce important bien avant l'arrivée des Britanniques depuis le Moyen-Âge, en Inde. Tout d'abord, les Indiens commerçaient avec des peuples qui se trouvaient tout autour de l'océan Indien, donc ces commerçants commerçaient donc en Afrique orientale. C'est la raison pour laquelle on trouve d'ailleurs beaucoup d'Indiens dans ces régions-là. Quand je dis l'Afrique orientale, ça va jusqu'à l'Afrique du Sud. Vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'Indiens. N'oubliez pas que Gandhi était avocat en Afrique du Sud, avant d'être le leader nationaliste en Inde. On trouve également des Indiens en Malaisie, en Birmanie, en Indonésie. Donc, en fait, l'ère d'extension du commerce indien, depuis le Moyen-Âge, est très large. Elle couvre des milliers et des milliers de kilomètres. Ensuite, les Indiens, depuis plusieurs siècles avant l'arrivée des Anglais, utilisaient déjà les chèques. Plus exactement, ce sont des lettres de change. Les lettres de change, en fait, ce sont des documents qui permettent de ne pas circuler avec des espèces sonnantes et trébuchantes, à l'époque où il n'y a pas de billets de banque, et donc de transférer de l'argent d'une région à l'autre simplement avec un billet à ordre, si vous voulez, sur lequel un individu demande à un de ses correspondants, qui se trouve parfois à des centaines, voire des milliers de kilomètres, de remettre une certaine somme à un tiers. Donc il y a au moins 3 personnes dans l'affaire. Donc il y a celui qui émet l'ordre de paiement, il y a celui qui va le recevoir et qui va devoir donner une somme à une tierce personne, sans que l'argent ne doive circuler. Donc c'est ce qu'on appelait, bon, il se fait que maintenant on n'utilise plus des chèques, sauf pour les très très grosses sommes, mais ils ne sont plus en usage. Je ne sais plus depuis quelques années, en tout cas moi j'ai encore quelques vieux chèques qui traînent dans un de mes tiroirs de mon bureau, mais enfin on n'utilise plus de chèques à l'heure actuelle. Là c'est simplement quand vous achetez une maison ou quoi, à ce moment-là il y a un chèque certifié pour une voiture éventuellement, mais vous ne pouvez plus faire de chèques pour des petites sommes.
c'est plus possible, ils ne sont plus utilisés. Je vous rappelle aussi que le mot chèque vient de l'arabe en fait. Hein. C'est un mot arabe, chèque. Voilà, ce sont en fait les Arabes qui l'ont inventé, mais c'est utilisé donc en Inde, sous la forme donc de la lettre de change. Les Indiens, depuis plusieurs siècles avant l'arrivée des Britanniques, connaissent également la comptabilité en partie double. Donc, ce qui leur permet de distinguer les entrées et les sorties. Maintenant, les Britanniques, eux, lorsqu'ils arrivent en Inde, possèdent un système pour les échanges qui est déjà élaboré. Ils apportent en tout cas au moins deux choses au commerce en Inde. C'est tout d'abord le droit commercial. Il n'y avait pas de droit commercial en Inde, ce qui pose un gros problème parce que s'il n'y a pas de législation en matière commerciale, si vous avez un souci entre deux acteurs et qu'il n'y a rien qui, en droit, ne garantit l'accord, la négociation qui s'est faite entre deux, il y a un des deux qui va se retrouver pigeon dans l'affaire. Il ne pourra pas aller devant des tribunaux pour justifier et dire voilà, hein, j'ai commandé telle cargaison de marchandises, un tel personnage m'a promis autant de quintaux de blé ou que sais-je, du coton, enfin peu importe, à un moment donné, et vous ne pouvez pas le faire valoir. Donc c'est un vrai problème pour le commerce. Il faut évidemment qu'il y ait ce qu'on appelle d'un mot un peu savant, une lex mercatoria, ça veut dire une loi marchande. Donc c'est simplement du droit commercial. Or ça, les Britanniques arrivent avec ce droit commercial. Donc là, c'est un plus, par contre. Il y a un deuxième élément que les Britanniques apportent, c'est qu'ils avaient un système pour gérer leurs entreprises qui va être adopté par les capitalistes indiens, qui consiste en fait, alors que l'on ne possède qu'une minorité d'actions dans une entreprise, de pouvoir en prendre le contrôle. Par exemple, vous avez 15 ou 20% des actions d'une société, et vous avez un gestionnaire qui va s'occuper dans les différentes sociétés possédées par quelqu'un, eh bien, d'avoir une minorité, mais une minorité suffisamment importante, qu'elle soit une minorité de blocage. Et donc, c'est un élément qui peut paraître efficace, mais qui rentre dans une logique qui est purement financière et pas dans une logique industrielle. Donc vous voyez qu'il y a des éléments positifs et négatifs et qui rejoignent ce que j'ai pu expliquer tout à l'heure. Vous vous souvenez, avec cette logique financière et non pas industrielle à long terme. On progresse un petit peu dans le temps, enfin dans mon exposé en tout cas, et on va voir maintenant comment ça s'est passé à l'époque de l'indépendance à partir de 1947 jusqu'à nos jours. Il faut distinguer deux périodes. Une première période qui va de 1947 jusqu'en 1991. Vous remarquez que 1991, c'est le moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Et d'autre part, de 1991 jusqu'à nos jours. On est en plein dedans, donc ça va continuer, théoriquement. Alors, la première période est une période que l'on a pu appeler, mais à tort, une période de socialisme d'État. Qu'est-ce que ça veut dire, socialisme d'État? Eh bien, ça veut dire que c'est une période où l'État joue un rôle majeur dans l'organisation de l'économie, afin de socialiser au moins partiellement les richesses.
en fait, c'est un abus de langage. Il y a eu, déjà en 1938, c'est-à-dire un moment où l'Inde n'est pas encore indépendante, un projet du Parti du Congrès, parce qu'il y avait déjà, à cette époque-là, un parlement indien, mais qui était soumis au Parlement de Londres, si vous voulez. Il y avait un statut d'autonomie, mais il n'y avait pas un statut d'indépendance. Vous voyez la différence entre les deux. Hein? Et dans ce projet, il est question que lorsque l'Inde sera indépendante, il y aura une planification d'économie. Ce projet est repris en 1944 et il faut attendre donc l'indépendance, 1947, pour qu'un système de planification soit mis en place. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planification? Alors, une planification, c'est en fait une projection sur une période qui est en général de 5 ans, en tout cas en URSS, c'est le système qui avait été mis en place, les plans quinquennaux, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Eh bien, un système où l'État donne à titre soit indicatif, soit à titre impératif, des consignes pour que la production dans les différents secteurs de l'économie, en tout cas les plus grands secteurs de l'économie, pour que ces productions atteignent tel ou tel niveau. Par exemple, dans un plan quinquennal, on peut décider que pour les 5 ans qui viennent, on va donner la priorité à l'industrie lourde, ou on va donner la priorité à l'agriculture, ou on va donner la priorité aux biens d'équipement. Et que donc les autres secteurs viendront en second rang par rapport à cet objectif majeur. En Inde, le premier plan quinquennal s'étend de 1951 à 1955, donc ça fait bien 5 ans, 51, 52, 53, 54, 55. Le second sera de 56 à 60 et ainsi de suite. Le Premier ministre de l'Inde de 1947 à 1964 s'appelle Nehru, N-E-H-R-U, Nehru. En 1964, il meurt. Alors, Nehru va mettre en place donc le premier plan quinquennal qui n'aura de valeur qu'indicative et non pas impérative. Dans les pays où le socialisme d'État, où là, le mot a tout son sens, et je vous ai dit qu'en Inde, il n'a pas tout son sens, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans les pays où le socialisme d'État est la règle, les plans sont impératifs. Autrement dit, on n'a pas le choix, on doit suivre les directives fixées. En URSS, c'était par le Gosplan, hein, c'était un département du ministère de l'économie qui fixait les priorités. Dans les démocraties, prenons le cas de la France, prenons le cas de la Belgique, dans les années 1930, après, dans les années où il y a eu la grande crise économique que vous connaissez, qui débute donc au mois d'octobre 1929, en tout cas aux États-Unis, on a trouvé comme parade dans les années 30 de trouver un système se rapprochant dans l'idée au système soviétique de planification d'économie, sauf que dans les démocraties que je viens d'indiquer, cette planification n'était pas impérative, elle était indicative. Ce qui distingue, je dirais, les pays où il y a un socialisme d'État et les pays où il y a un capitalisme
tempéré par le rôle de l'État. Ce qui s'est passé en Inde, c'est que l'État a joué un rôle essentiellement de soutien aux entreprises privées. Il y a eu le développement d'un secteur public, mais qui n'était là que pour permettre aux entreprises de disposer d'infrastructures qu'elles ne pouvaient pas mener à bien par elles-mêmes. C'est ainsi que le second plan quinquennal indien, 1956-1960, a permis la construction de très grands barrages pour fournir de l'électricité. Donc vous comprenez bien que le rôle de l'État dans un pays comme l'Inde, ce n'est pas vraiment de diriger au sens strict l'économie, c'est de donner la direction et de permettre aux entreprises privées de pouvoir se développer. Donc il y a accompagnement par l'État du développement d'un capitalisme. Mais donc, en fait, l'Inde, à l'époque de Nehru, ce n'est pas un pays socialiste au sens soviétique, c'est un pays capitaliste où l'État joue son rôle, mais où donc la libre entreprise ne fonctionne pas à plein, à 100%, puisque l'État joue son rôle. Donc on est un petit peu, si vous voulez, beaucoup dans la perspective d'une économie keynésienne où l'État a vraiment un rôle à jouer. On arrive alors au troisième, puis au quatrième plan quinquennal. Bon. Nehru était à la tête, non pas d'État, parce qu'il n'était pas chef de l'État, il était Premier ministre, mais à la tête de l'Inde, donc entre 1947 et 1964. Les trois premiers plans quinquennaux s'étendent entre 1950 et 1965, et puis alors va lui succéder, en 1966 jusqu'en 1977, sa fille, qui s'appelle Indira Gandhi, G-A-N-D-H-I. Elle n'a pas de lien de parenté avec le Mahatma Gandhi. En fait, c'est la fille de Nehru. Ce fait que c'est un peu le hasard qui fait qu'il y a une sorte d'ambiguïté. En fait, c'est la fille de Nehru. Elle va mourir assassinée. Comme d'ailleurs son propre fils, Rajiv Gandhi. Donc le petit-fils de Nehru va mourir aussi assassiné après avoir été lui-même Premier ministre. Je crois qu'à l'heure actuelle, à moins qu'il y ait eu un changement, parce que bon, ces gens-là ne sont pas éternels quand même, à la mort de Rajiv Gandhi, c'est sa femme, qui était une Italienne, qui avait pris la nationalité indienne, qui est devenue, non pas première ministre, parce qu'elle a refusé la situation, vous comprenez, sa belle-mère et son mari ont été assassinés, donc c'est pas particulièrement stimulant que d'occuper la place de Premier ministre en Inde, mais elle est devenue donc le chef du parti du Congrès, c'est-à-dire un parti très très important. Donc en Inde, c'était longtemps le plus gros parti, mais pour l'instant, le Premier ministre indien est, est issu d'une formation nationaliste. Donc on parle beaucoup de nationalisme de plus en plus en Europe maintenant, mais en Inde, là aussi, il y a un gouvernement nationaliste. Donc, à l'époque d'Indira Gandhi, donc entre 1966 et 1977, donc ce sont, si je compte bien, le quatrième et le cinquième plan quinquennaux, hein, on est bien d'accord, hein, puisqu'on part en fait de 1950. Donc à cette époque-là, il y a eu un gauchissement de la politique économique du gouvernement. À ce moment-là, ce système de compagnonnage entre l'État et le secteur privé, entre le secteur public et le secteur privé, va être modifié parce qu'à cette époque-là, donc, Indira Gandhi va privatiser les banques et les assurances. Donc ce n'est pas rien.
passer maintenant à la deuxième période, celle qui s'étend de 1991 à 2015, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui. Alors là, ce n'est plus un système où le secteur public et le secteur privé fonctionnent dans la même voie parce qu'ils ont intérêt à se soutenir les uns et l'un l'autre. Vous êtes dans un système qui est celui qui est adopté par la plus grande partie de la planète, c'est le système néolibéral. Donc ce n'est pas par hasard qu'en Inde, c'est en 1991 donc que une politique économique néolibérale est adoptée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça correspond à l'effondrement du système soviétique, donc du système communiste en Union, en Russie. Vous remarquerez que l'Inde avait été précédée dans cette voie par la Chine, qui en 1976, après la mort de Mao Tse-tung, avait vu l'arrivée au pouvoir de ceux qui s'opposaient à Mao Tse-tung, mais qui devaient rester dans l'ombre, parce que leur vie était en danger, si je puis dire. Mais il y a eu un retournement de situation à partir de 1976. Après, entre autres, je dirais, il va y avoir aussi le procès de la bande des quatre, et le procès, entre autres, de la veuve de Mao Tse-tung, qui était une ultra-gauchiste. Et Deng Xiaoping, je n'ai pas encore cité son nom peut-être, non, donc Deng Xiaoping, ça s'écrit D-E-N-G, et Xiaoping, ça ne se prononce pas tout à fait comme ça, mais je préfère le prononcer comme ça, Xiaoping c'est X-I-A-O-P-I-N-G. Donc Xiaoping c'est son prénom en fait, même s'il est après, en fait c'est son post-nom, mais en chinois on met toujours le nom de famille devant. Donc c'est pour ça qu'on dit Mao, c'est son nom de famille, c'est tout, c'est son prénom, même s'il est après. Mao, c'est pas un prénom. Mao, c'est son nom de famille. Ici, c'est Deng, son nom de famille. Xiaoping, c'est en fait le prénom, qui est en fait le post-nom, hein, vous avez compris. C'est comme chez les Hongrois, si vous allez en Hongrie, eh bien, c'est toujours le nom de famille d'abord, suivi du prénom. Voilà. Eh bien, c'est le même système en Chine. Donc, à partir du moment où Deng Xiaoping, qui est déjà assez âgé, quand il arrive au pouvoir en seul, je dirais, il va mettre en place ce qu'il va appeler évidemment une économie sociale de marché. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc c'est un terme ambigu qui en fait n'est rien d'autre que l'annonce de l'ouverture de la Chine à l'économie de marché et au capitalisme. Je crois que je ne dois pas vous faire un petit dessin, mais vous savez que la Chine est un pays très particulier, où vous avez une dictature communiste avec une économie capitaliste. C'est un petit peu particulier. Voilà, je crois que Marx ou Lénine se retourneraient dans leur tombe, mais c'est ce qui se passe. Donc en fait, c'est une dictature capitaliste, mais ce n'est pas une dictature d'extrême droite capitaliste comme il y en a eu par exemple le Pinochet, non, c'est une dictature communiste capitaliste. C'est très spécial. Bon. Donc ça veut dire que c'est l'État qui a tout à dire, le gouvernement a tout à dire, qui donne des directions qui là ne sont pas indicatives mais impératives, dans un régime économique capitaliste. Bon. Donc ça veut dire que l'Inde n'est pas le premier pays à rentrer dans ce système-là. La Russie, en 1991, devient aussi un pays capitaliste. On parle tout le temps d'économie de marché, mais en fait ce sont des pays capitalistes. Et là aussi, en Russie, là vous allez avoir le développement de ce qu'on appelle les oligarques. Alors les oligarques, en fait, ce sont bien souvent à l'origine d'anciens membres du régime communiste soviétique qui se sont reconvertis dans, je dirais, l'économie capitaliste, au point qu'ils disposent, ils sont propriétaires de très grosses sociétés qui avant étaient des sociétés d'État et qui maintenant sont des sociétés privées. Voilà. Donc, s'il faut terminer le XXe siècle, il vaut mieux choisir la date de la chute du mur de Berlin ou 1991 que, comme on le fait trop souvent, choisir le 11 septembre 2001, qui est effectivement important au niveau des relations internationales et du point de vue géostratégique,
mais je crois que pour la vie quotidienne des gens, hein, la chute du mur de Berlin est beaucoup plus importante, puisqu'on est passé dans une série de pays, donc d'une économie non socialiste ou communiste ou d'une économie sociale à une économie néolibérale, c'est-à-dire purement capitaliste. Je n'ai pas dit qu'à l'époque de Nehru, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'était du capitalisme, mais où l'État joue son rôle d'accompagnement, tandis qu'après, on peut dire que c'est vraiment une économie capitaliste, comme il y en a partout dans le monde maintenant. Maintenant, c'est un système presque unique dans le monde, hein, puisque même la Chine est rentrée dans le système, même si c'est un régime un petit peu bâtard. Voilà. Il me reste à voir maintenant quelle place la diaspora et quelle place les castes ont occupé dans l'histoire du capitalisme depuis le XIXe siècle. La diaspora, vous savez que la diaspora, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire l'extension, l'extension, c'est-à-dire le déplacement de populations en dehors des frontières naturelles ou nationales, même si ces deux mots, naturel, n'a pas de sens, évidemment. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle, l'adjectif qu'on associe le plus facilement à diaspora, c'est diaspora juive. On comprend bien ce que ça veut dire. Il y a eu plusieurs diasporas juives, déjà dans l'Antiquité, à l'époque, au 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ, puis il y en a eu au 1er et 2e siècle de notre ère. C'est quand, en fait, le peuple juif est parti de la Palestine et a émigré autour de la Méditerranée. Eh bien, dans le cas de l'Inde, c'est la même chose. Quand on parle de la diaspora indienne, eh bien, c'est ce phénomène migratoire qui conduit beaucoup d'Indiens à aller habiter ailleurs qu'en Inde. Parfois définitivement. Donc il y a des Indiens, des familles indiennes qui ont quitté les Indes depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Voilà. On parle aussi de diaspora chinoise. Vous avez peut-être entendu parler de la diaspora chinoise, qui remonte aussi à plusieurs siècles. On n'a pas dû attendre l'instauration d'un régime communiste en 1949 en Chine pour qu'il y ait une diaspora chinoise. Donc vous savez quand même qu'il y a un certain nombre de restaurants chinois en Belgique, par exemple, un peu partout dans le monde. Eh bien, en fait, ce sont des gens qui sont partis, souvent du sud de la Chine, de Canton, par exemple. Mais vous avez un peu partout des restaurants chinois. Et c'est la diaspora des chinoises. Mais des Chinois, vous en trouvez un peu partout. Vous en trouvez en Malaisie, vous en trouvez en Afrique du Sud, vous en trouvez sur la côte orientale de l'Afrique, vous en trouvez aux États-Unis. Je veux dire, des Chinois, il y en a un petit peu partout aussi. Alors, pour revenir à la diaspora indienne, donc, s'est faite, je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien sur les côtes de l'Afrique orientale, en Afrique du Sud, à Madagascar, dans toutes les îles qui se trouvent dans la région. Si vous allez à l'île Maurice, si vous allez à Mayotte, si vous allez à l'île de la Réunion, qui sont des départements français, vous allez voir que la population indienne est assez importante. Même chose si vous allez en Birmanie, si vous allez en Thaïlande, si vous allez en Malaisie ou en Indonésie, vous avez donc des communautés indiennes qui y vivent. Quand je dis indien, c'est le terme qu'on utilise depuis l'indépendance de 1947, mais n'oubliez pas que l'Empire des Indes comprenait également le Pakistan. Et vous savez que dans les villes belges, il y a plus d'une épicerie qui est tenue par ce qu'on appelle des Pakis, c'est-à-dire des Pakistanais. En fait, les Pakis, ce sont rien d'autre que des Indiens, mais qui se sont trouvés à un moment donné d'un côté de la frontière, parce qu'il y a eu cette partition de l'Empire des Indes en 1947. C'est une guerre civile, terrible d'ailleurs, où il y a eu des tas de populations qui ont été décimées et qui ont donc, suivant qu'ils étaient en gros musulmans ou en gros hindous, se
se sont pas retrouvés du même côté. Donc, en gros, le Pakistan occidental et oriental, qui s'appelle le Bangladesh, c'était les populations donc musulmanes, je dis bien en gros, tandis qu'en Inde, ben, ce sont les hindous, plus quand même les musulmans dans le nord, hein, beaucoup de musulmans. Voilà. Alors, cette diaspora, elle provient en grande partie du Rajasthan, c'est-à-dire cet État qui se trouve à l'heure actuelle, hein, parce qu'en 1956, il y a eu une révision de la carte politique de l'Inde. Donc le Rajasthan, c'est cette région qui se trouve au nord-ouest de l'Inde, à l'ouest de Delhi, de New Delhi. Une autre région qui a été marquée également par cette émigration, entre autres de marchands, de commerçants, c'est le Gujarat, G-U-J-A-R-A-T, le Gujarat. Alors, le Gujarat se trouve juste au sud du Rajasthan. Donc, le Gujarat a une frontière commune comme État avec le Pakistan, et alors, il longe donc l'océan Indien. Voilà. Les habitants en Inde, vous ajoutez toujours qu'il y a donc les Gujaratis, hein, comme on dit les Bengalis. Ça va? Bon. Alors, aussi des gens du Sindh, ça c'est aussi une région du Nord. Voilà, en gros, ben, on en trouve aussi d'autres régions, bien entendu. Les Tamouls aussi, les Tamouls que l'on trouve dans le sud de l'Inde et à Sri Lanka. Donc, ils sont partis également de leur région initiale et ont émigré. Quel rôle maintenant ces gens ont-ils joué dans le capitalisme et dans l'économie indienne? Eh bien, principalement, on peut dire qu'il n'y a pas de lien étroit, depuis l'indépendance en tout cas, entre ces entreprises, la plupart du temps familiales, qui se sont établies en dehors de l'Inde, et d'autre part, des entreprises capitalistes en Inde. Parce que le capitalisme indien, longtemps, s'est replié, je dirais, enfin replié, ça n'a pas beaucoup de sens quand on voit la dimension du sous-continent indien, mais le capitalisme indien s'est longtemps replié sur l'intérieur du pays. Vous savez qu'on dit bien un sous-continent, en fait c'est un continent. Hein. N'oubliez pas que du point de vue géologique, l'Inde en fait est une immense plaque tectonique qui se rapproche de l'Asie, mais à l'origine c'est pas l'Asie, hein, puisque l'Himalaya, le résultat de la, comment dirais-je, du choc de ces deux plaques tectoniques, d'une part ce qu'on appelle le sous-continent indien, d'autre part l'Asie, l'Eurasie proprement dite. C'est ce qui explique cette chaîne de montagnes immenses, l'Himalaya, qui n'est rien d'autre que le fruit, le résultat de cette pression constante entre ces deux plaques tectoniques. Donc en fait l'Inde en soi c'est un continent, si je puis dire, enfin, pratiquement. Voilà, mais je crois vous avoir dit un certain nombre de choses. Maintenant le problème des castes. Le problème des castes. Alors le problème des castes et des réseaux. Non, les réseaux, je viens de vous en parler, donc je ne vais pas vous en parler encore. En tout cas, le problème des castes. Alors les castes, vous savez ce que c'est. Une caste, ce n'est pas une classe. Une classe sociale se définit par la place qu'occupe un certain nombre d'individus au sein du système de production. Donc vous pouvez dire que vous appartenez à la classe bourgeoise ou à la classe ouvrière parce que vous appartenez à un groupe qui, dans le système de production, possède ou ne possède pas les moyens de production ou ne possède que sa force de travail ou pas. En gros, c'est ce qui définit une classe sociale, en tout cas du point de vue marxiste. Il y a un deuxième élément qui intervient dans la définition d'une classe sociale, c'est également que pour qu'il y ait classe sociale, il faut que ses membres soient conscients d'appartenir à ce groupe, soit d'oppresseurs ou d'opprimés. C'est-à-dire que si vous êtes un individu qui n'a pas conscience
d'appartenir justement à un groupe qui occupe une place précise dans le mode de production, eh bien on ne peut pas dire qu'il appartient, on ne peut pas dire qu'il a une conscience de classe, et on ne peut pas dire vraiment qu'il est membre de cette classe sociale. Et là, il y a plein de... Enfin, pas là, c'est une question de point de vue. Il y a des gens qui n'ont pas conscience d'être membres d'une classe sociale. Mais ne vous en faites pas. Lorsqu'il y a des conflits, très rapidement, instinctivement, je dirais presque, les gens se positionnent d'un côté ou de l'autre. Ça se fait très rapidement. Et s'il y a une guerre civile, pensez à la guerre civile espagnole par exemple, les gens se sont très vite positionnés, peut-être à part quelques intellectuels qui raisonnent en termes d'idées, mais la plupart du temps, on se positionne très vite du côté soit des fascistes, soit du côté des communistes, soit du côté de la classe ouvrière, du côté... Évidemment, il peut y avoir des zones poreuses, on est bien d'accord, où la situation est peut-être un peu moins claire, mais d'une manière générale, la conscience de classe devient présente lorsqu'il y a conflit. Théoriquement, dans le système de caste, que je n'ai pas d'ailleurs encore défini, dans le système de caste, on a longtemps affirmé que les marchands appartenaient à une caste particulière. Alors, je vous ai défini ce que c'était qu'une classe sociale, maintenant je vous définis ce que c'est qu'une caste. Une caste, c'est un groupe d'individus qui, pour des raisons idéologiques, et dans le cas de l'Inde, c'est vraiment dans le cadre religieux, c'est un groupe stable dont on ne peut pas sortir, donc on ne peut pas monter ou descendre, sortir autrement dit de sa caste, on ne peut pas y entrer ou en sortir, on est là, voilà, on est le fils d'un brahmane, eh bien on sera un brahmane, c'est-à-dire la caste supérieure, c'est-à-dire la caste à l'origine des intellectuels et la caste des prêtres, ou bien on appartient à la caste des, comment dirais-je, des marchands ou des guerriers ou que sais-je, et vous pouvez aussi être hors caste, c'est le cas des parias. Donc vous n'êtes pas membre d'une caste, vous êtes hors caste. Vous êtes un intouchable. Et les intouchables, de génération en génération, ils doivent faire le sale boulot que ne veulent pas faire les autres. Eux peuvent être en rapport avec la saleté, par exemple, tandis que les autres ne peuvent pas. C'est ainsi qu'il y a des parias, des intouchables, ou des catégories encore plus particulières chez les parias, qui seuls s'occupent d'aller nettoyer les toilettes d'autres castes, des autres castes de la population, parce que eux ne sont pas souillés par la saleté, puisqu'ils sont naturellement souillés, enfin ils le sont déjà a priori. Donc vous imaginez. Alors vous êtes enfermé dans un système social où vous n'avez aucun espoir de monter ou descendre. Alors, dans le cas de l'Inde, certains donc ont prétendu que les marchands provenaient d'une caste en particulier, celle des marchands. Donc c'est la caste des banyas, qui est une caste ou de certaines sous-castes des banyas, donc des marchands. En fait, c'est peut-être un peu réduire le sujet à sa plus simple expression. Pourquoi? Parce qu'en Inde, il n'y a pas que des hindous. Il y a d'autres religions, et par conséquent, il y a d'autres groupes qui font du commerce. Donc vous ne pouvez pas dire déjà que tous les commerçants en Inde sont issus de ce système de caste particulier qui détermine votre destin, votre dharma, si vous voulez, à l'avance. Votre karma, excusez-moi. Non, votre dharma. Non. Le dharma, c'est l'ordre social. Le karma, c'est votre destin particulier. C'est autre chose. Il y a des musulmans, et je vous ai dit qu'ils sont très nombreux en Inde. Il y a des musulmans, et donc il y a des commerçants musulmans. Il y a des chrétiens. Il y a des juifs. Il y a des parsis. Alors les parsis, en fait, c'est un mot qui vient du mot perse, et ce sont des zoroastriens à l'origine, c'est-à-dire ce sont des gens qui possèdent encore une autre religion, qui est la vieille religion des Perses, avant
avant le moment où la Perse, l'Iran est devenue musulmane. Donc on ne peut pas simplifier. Toutefois, maintenant il ne faut pas non plus être exagéré dans la nuance. C'est vrai qu'il y a beaucoup donc, de marchands qui viennent de cette caste, ça c'est indéniable, mais simplement il ne faudrait pas en faire une règle générale. On remarque aussi que les réseaux familiaux sont moins importants, en tout cas depuis un siècle et demi, depuis le milieu du XIXe siècle, qu'on pouvait l'imaginer. Quand je dis on, c'est-à-dire à la suite des travaux des historiens, bien entendu, il faut faire des recherches pour affirmer tout ça. Ensuite, les travaux des historiens, et en particulier ceux de Markovits, M-A-R-K-O-V-I-T-S, qui est l'historien principal sur lequel je me suis basé pour cet exposé, mais la plupart de tous ces livres, la plupart de ces livres sont en tout cas en anglais, eh bien, ces travaux montrent que la caste, en tout cas depuis quelques décennies, est de moins en moins le critère essentiel de la formation des réseaux. Autrement dit, les réseaux fonctionnent moins sur la caste et moins sur les relations familiales au sens large que sur un autre critère qui est celui de la localité. Donc les réseaux se forment à partir de l'endroit, de la région d'où l'on vient. Donc ce n'est plus un critère purement socio-religieux, c'est un critère maintenant socio-géographique. Enfin, depuis quelques décennies, il semblerait qu'il y ait un brouillage de tous ces critères qui faisaient qu'avant, on avait son destin qui était peut-être pratiquement inscrit dans les étoiles, et que de plus en plus, il y ait un mélange quant aux fonctions qui sont exercées par les individus, même s'il y a une pesanteur sociale, une pesanteur des castes qui reste très présente. J'en arrive à la conclusion, avant de vous présenter quelques livres. La conclusion, c'est que donc, dans les manuels d'histoire, puisque vous êtes de futurs professeurs d'histoire-géographie, eh bien, dans les manuels d'histoire, on ne vous parle pas de tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Première chose. Aujourd'hui, l'Inde est le pays le plus peuplé pratiquement le plus peuplé dans le monde. Là, je ne sais plus maintenant, c'est pour l'instant, parce qu'il faut voir ça de près, si c'est encore la Chine ou si c'est l'Inde. Parce que je sais que l'Inde est en train de talonner. L'Inde est la deuxième pour l'instant, pour une affaire de 150 millions, je crois. Voilà, derrière la Chine. Mais en Inde, comment dirais-je, il y a eu, le planning familial n'a pas été aussi impératif qu'en Chine, comme vous le savez, parce qu'en Chine, pendant plusieurs décennies, il y a eu la politique, en tout cas pendant 3 générations, la politique de l'enfant unique. Et c'est ce qui fait que vous avez beaucoup d'enfants qui sont enfants d'enfants uniques, qui eux-mêmes, voilà, il faut parfois monter à 2 ou 3 générations, enfin à l'époque de Mao Tse-tung, pour retrouver des familles où il y avait plusieurs enfants. Ceci dit, je vous parle pour les grandes villes, même les campagnes, mais en tout cas dans les campagnes et pour les minorités, la politique n'a pas été vraiment suivie de très près. Surtout pour les minorités qui se trouvent au sud-est de la Chine, et les régions qui sont près du Laos, près du Vietnam, là la politique n'a pas été suivie de près. Il y a eu des tolérances pour les minorités ethniques, et à la campagne c'était plus difficile de surveiller, comme vous le savez aussi. La politique de l'enfant unique qui a conduit en Chine à des infanticides importants vis-à-vis des petites filles, parce que, comme dans beaucoup de pays du monde, les garçons constituent la vraie richesse, et pas les petites filles. Voilà. Alors, dans le cas de l'Inde, je reviens à mon point de départ, et j'étais en train de vous expliquer que ça me paraît invraisemblable que l'on n'étudie pas l'histoire de l'Inde
au moins pour les derniers siècles. Je ne vous dis pas qu'il faut remonter systématiquement à l'Antiquité ou au Moyen-Âge, mais qu'on n'essaie pas de comprendre l'évolution d'un pays aussi peuplé que l'Inde, qui est devenu à l'heure actuelle le 10e pays en termes, qui occupe la 10e place quant à son PIB dans l'échelle des pays du monde, et qu'on n'étudie pas donc son économie. Alors vous allez me dire qu'il y a un chapitre qui est peut-être prévu, d'ailleurs je n'en sais rien dans les nouveaux programmes, sur l'Inde dans votre cours de géographie. Je sais qu'on voit la Chine, je sais qu'on voit les États-Unis, l'Inde je n'en suis pas sûr. Vous pouvez peut-être voir l'Inde? Je ne crois pas. C'est quand même invraisemblable. C'est quand même invraisemblable. Quand vous pensez qu'à Anvers ou à Rotterdam, le nombre de nababs, si je puis dire, indiens qui sont là et qui possèdent avec des Russes, des tankers, etc., ce sont des gens qui sont assez discrets, mais qui sont présents dans notre pays. Voilà. Donc, de nouveau, je suis peut-être en train de plaider ou de prêcher dans un désert. Je vous ai déjà expliqué que mon rôle à moi, en tant que professeur de futurs enseignants, est d'imaginer le monde dans les 40 prochaines années, quand moi-même je ne serai plus là, parce que je tiens à vous donner des outils. Non, dans 40 ans, je ne suis certainement plus là. En tout cas, je me le souhaite à moi-même, sinon je serai dans un rôle d'État. Donc, voilà. Donc, simplement, je dois imaginer ce que sera le monde dans 40 ans, et donc j'estime que c'est mon devoir moral de vous donner des outils pour pouvoir vous débrouiller plus tard, à un moment où il n'y aura peut-être pas encore de manuel, qui incluront donc l'histoire de l'Inde au 19e et au 20e siècle, et où il faudra peut-être commencer à anticiper le mouvement et à commencer à enseigner l'histoire de ces pays-là, comme l'Inde. Parce que moi, quand j'étais dans l'enseignement secondaire, évidemment à Titan, on ne parlait pas du tout de l'Inde. Peut-être le professeur d'histoire a peut-être cité l'indépendance de l'Inde et de Gandhi, mais ça a dû être très rapide, ça a dû être l'affaire de 10 minutes, un quart d'heure grand maximum. Et je crois qu'à l'heure actuelle, même en dernière année du secondaire, en 6e année, si on parle de l'Inde, ça doit être relativement court aussi, peut-être dans un chapitre sur le tiers-monde, ou dans le chapitre sur la décolonisation, on vous parle de l'Inde à côté de l'Indonésie et des pays d'Afrique noire qui deviennent indépendants alors là dans les années 60, mais ça ne fait pas l'objet d'un vrai cours, en tout cas pas pour l'économie et la société. Et c'est quand même bien dommage. Enfin, je continuerai à vous parler de ça, mais hors caméra tout à l'heure. Il me reste à vous montrer maintenant un certain nombre de livres. Alors, d'abord, des revues. Il y a un livre très facile pour avoir des notions sur ce que c'est que le capitalisme. C'est tellement important que je ne vois pas comment on peut faire l'impasse sur la compréhension de ce système économique. Donc, le capitalisme de Claude Jessua, en que sais-je, ça passe bien? Oui. Alors, dans la collection, dans la revue Alternative économique, un hors-série du 3e trimestre 2005, numéro 65, le capitalisme. Le Nouvel Observateur, également un hors-série qui date de mai-juin 2007, Comprendre le capitalisme, des théories fondatrices aux dérives de la mondialisation. Dans la revue Sciences humaines, un hors-série spécial numéro 11, La grande histoire du capitalisme. Si je vous montre ces revues, ce sont des revues extrêmement faciles à lire, c'est vraiment très synthétique, et je crois que quand on veut préparer un cours dans l'enseignement secondaire, on est bien content de connaître l'existence de ces revues qui vous évitent de vous taper, dit vulgairement, une énorme bibliographie. Alors,
De Jacques Frémaux, Les empires coloniaux, une histoire monde, chez Biblis. De Jean Chénaud, l'Asie orientale au XIXe et XXe siècle, comprend donc un chapitre sur l'Inde, mais replacé dans le contexte de cette région du monde, à côté de la Chine ou de l'Indonésie, par exemple. Voilà, aux presses universitaires de France, dans la collection Nouvelle Clio. Alors cet ouvrage a été réédité sous une forme beaucoup plus imposante. Je ne possède que l'ancienne édition. Alors pour l'histoire de l'Inde, un livre très intéressant d'un professeur de l'INALCO. L'INALCO, c'est l'Institut national, l'INALCO des langues orientales, en fait, à Paris. Alors, Éric-Paul Meyer, une histoire de l'Inde, les Indiens face à leur passé, chez Albin Michel, une histoire globale de l'Inde. De Guy Defleury, alors là, il étudie de manière anthropologique, je dirais même à l'intérieur même des campagnes et du village indien, donc cette société, le modèle hindou, publié chez Hachette. Alors là, les deux ouvrages fondamentaux qui m'ont aidé à préparer cet exposé, de Jean-Louis Margolin et de Claude Markowitz, Les Indes et l'Europe, histoire connectée, 15e, 21e siècle, chez Folio. C'est un gros bouquin, il fait près de 1000 pages. Mais il s'inscrit tout à fait dans la veine de cette historiographie renouvelée qui essaie justement de faire des liens entre les différentes civilisations et qui dépasse, qui déborde très largement le cadre étroit qui était celui des histoires nationales. Sous la direction de Christophe Jaffrelot, chez Fayard, l'Inde contemporaine de 1950 à nos jours. Aussi une grosse somme. Et enfin, trois écrivains. Tout d'abord le prix Nobel Naipaul, qui est en fait un écrivain indien qui est né aux Antilles, dans les Caraïbes, et qui a écrit deux ouvrages où il relate sa perception de l'Inde lorsqu'il y a voyagé. Donc c'est un Indien de la 2e ou 3e génération de Naipaul. L'illusion des ténèbres en 1018 et du même L'Inde brisée, toujours en 1018. Je vous conseille de lire ces ouvrages qui sont des très beaux témoignages d'un Indien qui revisite ou qui visite le pays de ses ancêtres, d'autant plus qu'il a eu le prix Nobel. Hein, donc vous pensez bien que ce n'est pas de la petite littérature. Alors, deux écrivaines, pour utiliser maintenant le vocabulaire de notre époque, puisque ça se met au féminin, de Arundhati Roy, le dieu des petits riens, en folio, le dieu des petits riens, et de Anita Dessay, le jeûne et le festin, en folio. Ce sont deux romans qui permettent de comprendre le système des castes en Inde. J'ai dit.